Bonjour à tous et bienvenue sur le dernier one-shot de la saison. Et ce one-shot, on ne pouvait pas ne pas le consacrer à un jeu indépendant qui est sorti il y a quelques mois. Il s'agit de La Saveur du Ciel, le nouveau jeu de Fabien. Pour ce podcast, nous sommes avec Olivier Sten de retour pour finir cette saison avec nous. Olivier, ça va ? Ouais, ça va, salut. T'as la pêche. Flavie est Et avec c'est nous. c'est moi. Bravo, enchanté. Salut Fly. Flavie est avec nous. Salut tout le monde. Fabien, évidemment, est avec nous pour présenter Salut. son jeu. Merci beaucoup de m'inviter, merci beaucoup de parler de mon jeu sur la cellule. C'est normal. Ça me fait toujours plaisir. La Puis c'est un- cellule donne en priorité la ça- parole aux indépendants et surtout aux amis. merci. Donc voilà, on va tester ton jeu. De toute avec façon, moi, grand ça parle plaisir. de nourriture, donc moi, je suis toujours partante. Alors il faut savoir que La Saveur du Ciel, c'est un jeu qui se joue pour 2 joueurs. Donc Olivier et moi, on va être là en tant qu'assistants réalisateurs seulement. C'est Flavie et Fabien qui vont jouer tous les deux. Nous, on sera les Ça naïfs. tombe bien, va on poser des sort de questions. barbecue, Ouais. donc je pense qu'il me reste une place à droite. Alors Et il est temps de justement, parler Ça, de c'est une nourriture. première erreur. voilà. Si on voulait jouer de manière canonique à la Saveur du Ciel, les règles disent qu'il faut se mettre à jouer environ 1 ou 2 heures avant de manger. Bon, moi j'ai fait ma petite sieste entre les deux, et puis là j'ai à nouveau un creux dans l'estomac, donc ça va. Mais il faut pas y jouer en sortant de table. Il faut y jouer juste avant, justement. Et puis C'est dommage, j'ai pas encore envie de manger, mais je peux te jurer que ça va venir en... J'ai toujours une petite place. donc ça devrait aller. C'est un jeu donc dont le principe c'est de Flavie va jouer le rôle d'un apprenti cuisinier ou d'une apprentie cuisinière qui fait partie d'une organisation occulte et secrète qu'on appelle le Cénacle, qui depuis des millénaires accompagne l'humanité et s'assure qu'on forme les plus grands chefs cuisiniers qu'on appelle des guides, qui sont en fait des experts dans un mets ou un plat. Ça me correspond tout à fait. La pizza, je suis très calée. Cela dit, Fly, il faut savoir que Fly cuisine bien, mais un des principes du jeu, c'est que c'est pas nécessaire de savoir cuisiner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin il y a pas besoin de compétences techniques. Et par exemple, on peut aussi utiliser des trucs genre le tabac ou le vin, pour lesquels on n'a pas besoin C'est curieux ça. on n'a pas besoin vous voyez, le vin, typiquement, c'est le genre de truc, oui, il a de la cuisse, il est rond dans la bouche, mais en même Très temps... botonnant, très botonnant. Voilà, c'est ça. Des trucs où si t'as pas fait de l'œnologie, tu sais absolument pas ce que ça veut dire. Et justement, je voulais pas que ça devienne un défilé de trucs techniques sans valeur. Il vaut mieux dire ce vin me rappelle de. Justement, en fait, le jeu se Et déroule. donc, moi, j'ai bien compris ce que je jouais, mais toi, tu vas jouer qui? Je joue ton guide, c'est-à-dire la personne vers qui tu as été envoyé pour faire tes preuves. À l'issue d'une longue formation, tu t'es choisi un mets ou un plat dans lequel tu veux devenir devenir experte. Un mets ou un plat, donc un mets, c'est n'importe quel ingrédient qui peut entrer dans un plat. Et un plat, ça peut être. Alors il faut savoir que ça peut être très vaste dans le sens où si par exemple tu choisis la choucroute, qui est un plat de ma région originelle, mais nous n'avons pas que la choucroute, ne nous caractérisons pas nous Alsaciens, ne caricaturons pas. Cette choucroute, elle peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être de la choucroute comme on la connaît avec de la charcuterie, mais ça peut être aussi de la choucroute au cidre. Je crois qu'en De la mer? Voilà, de la choucroute de la mer. En Alsace, on a aussi de la choucroute au poisson, puisque alors maintenant il n'y en a plus tellement dans le Rhin, mais à une époque, les poissons faisaient aussi partie intégrante de la cuisine alsacienne. Cette choucroute, elle peut être crue, elle peut être poêlée, elle peut être au Gewürztraminer, elle peut être, il y a 1 milliard de manières de préparer une choucroute. Donc c'est un peu sur cette multiplicité de chaque plat, même de l'utilisation de chaque mets. Tu vois, si tu joues le pain, qui est quand même un aliment Ça extrêmement me rappelle simple. un manga, quoi. Voilà, Yakitate Japan. Alors effectivement, il y a plein d'inspirations de manga. Yakitate C'est sur Japan. le vin qui était vachement Les gouttes bien, de les larmes Dieu. de Dieu, Ouais. je crois. Pour celles et ceux que ça intéresse, je recommande aussi un film de Tsui Hark qui s'appelle Le Festin chinois. Bon, Tsui Hark, il a fait un film sur la nourriture parce Ouais, qu'il est absolument. plus arts martiaux. Oui, mais si tu veux, c'est un nationaliste en fait, enfin dans le sens où il veut qu'il y ait une belle image de la Chine à l'extérieur. Et donc là, c'était une manière de présenter justement la nourriture chinoise. Ça se trouve sur YouTube, c'est très très rigolo, donc on peut le pirater en plus T'as fastoche. dit que ça s'appelait comment? Le Festin chinois. D'accord.
Et donc ça aussi c'est assez extraordinaire. Il y a des livres aussi qui sont excellents sur la nourriture. Il y a plein de livres sur la bouffe. Et donc du coup, ça se joue comment Alors, est-ce que tu vas me guider? Comment est-ce que je vais découvrir la vraie saveur de... Il va y avoir 3 C'est pas étapes. quoi pour l'instant. Dans l'ensemble du jeu, c'est plutôt toi qui vas faire les efforts créatifs et c'est moi qui vais donner des dés. Et ça va en fait, moi je vais donner des dés, mais aussi donner de la structure, t'aider. C'est-à-dire que grosso modo dans le jeu, moi je suis l'oreille attentive et toi t'es la personne qui parle. Donc je sais qu'il y a déjà des gens qui m'ont fait des retours en me disant ouais, quand on joue guide, c'est pas aussi intéressant. Bon, on pourra revenir là-dessus après. En discuter après la partie. La partie se déroule en 3 étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'approche ou la rencontre, c'est-à-dire c'est le moment où ton cuistot, ton jeune apprenti rencontre son guide. Et donc on échange et là c'est un moment de créer de la couleur, présenter le guide, présenter un peu, donc donner un peu du corps à la partie. Il y a une deuxième partie. Je peux te poser une question? Ouais, bien sûr. Et on est obligé de jouer des humains ou on peut faire ratatouille? Alors, si c'était possible pour un podcast comme ça de présentation, ce serait cool qu'on joue des humains. D'accord. Mais il y a des variantes qui, à mon avis, seraient possiblement intéressantes. Par exemple, je sais pas si vous connaissez la série Hannibal. Du tout. Non. Sur Hannibal Lecter, le personnage du Silence des Agneaux. Et en fait, t'as tout un tas de séances où il prépare les gens qu'il va bouffer et c'est super beau en fait. Et ce qui est intéressant, c'est de jouer justement sur le fait que c'est à la fois horrible parce que c'est des êtres humains, mais en même temps, cuisine ça avec tellement de maestria que c'est extraordinaire. Donc c'est bon. Ça se discute. Ça se discute. Donc première étape, l'approche. Deuxième étape, la préparation, c'est-à-dire que tu vas réunir tous tes instruments, tu vas commencer à cuire ton plat, le mettre en scène. Et là, je vais commencer à te donner des dés. Et une fois que le plat est préparé, il y a la dégustation qui est souvent la partie où on me dit ouais, c'est là que c'est l'endroit où le guide doit être beaucoup plus l'oreille attentive puisque tu vas commencer à déguster ton plat et tu vas lancer les dés pour réaliser en fait pour avancer dans ce qu'on appelle les plaisirs. Donc tu as 2 étapes, tu as d'abord les plaisirs terrestres, c'est-à-dire sur la base des 5 sens, même si Louis, j'ai du mal à comprendre comment ça peut être important dans la dégustation d'un plat. Si, quand ça chauffe, enfin tu t'entends par exemple un truc qui a été flambé, quand ça arrive, il y a ça fait qu'il y a des petites choses comme ça là. Il y a quand tu prends ta cuillère pour casser un morceau de chocolat et que ça craque, tu peux mettre ta cuillère dans la mousse au chocolat, t'entends ah si. Nous avec Rome, on a même créé un mot pour quand tu manges des spaghettis bolognaise où il y a trop de bolognaise dedans, et ça fait ouais et ça splooch. Ça splooch. Mais on n'arrive pas à trouver de vrais mots. Et oui, c'est très important. La dernière étape, c'est l'étape donc des plaisirs célestes où là tu commences à t'élever et puis à te souvenir. Enfin, ça peut t'évoquer des souvenirs, ça peut t'évoquer des lieux, ça peut répondre aussi à la question fondamentale de ton personnage, puisque ton personnage est composé de 3 choses: de son nom secret, qui est son nom de cuisinière, son nom le mets ou le plat pardon que tu as choisi, et puis si vous jouez en campagne entre guillemets, mais disons plusieurs parties à la suite, tu peux choisir une question fondamentale, c'est la question à laquelle ton personnage veut répondre à travers la cuisine, du type si vous avez lu par exemple le maître de thé de Yasushi Inoue, pourquoi mon maître s'est-il suicidé, quel sens puis-je donner à ma vie, sur des questions d'identité. Et en fait, je trouve... Ce sont des questions d'identité ou pas nécessairement. C'est beaucoup effectivement des questions d'identité, mais ça peut être... J'ai déjà eu des gens qui m'ont fait des questions du genre peut-on rassembler 2 peuples en guerre autour d'un plat on en discutera après, mais c'est là qu'on trouve la patte Fabien, en fait, si j'ose dire. C'est-à-dire que dans Sphinx, il y avait un petit peu cette idée-là aussi qu'à travers le jeu de rôle que tu proposes, que ce soit de l'exploration ou là, en l'occurrence, tu vois, une histoire qu'on raconte avec un guide, il y a cette idée qu'on explore
à travers un média des problématiques on pourra parler de la sublimation de la nourriture, mais en l'occurrence, j'ai pas eu l'impression, par rapport aux fictions dont je m'inspire, j'ai pas eu l'impression de forcer le trait. Ah non. C'est-à-dire que quand tu regardes, je dis pas ça. Je dis que c'est un truc qu'on retrouve dans tes jeux en règle générale. C'est vrai, mais ah oui, d'accord, ok, dans ce sens. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, si tu regardes Le Festin chinois, il y a des problématiques d'identité, de couple, puis comme je disais, de fierté chinoise. Et dans Yakitate Japan, il s'agit, c'est aussi une forme de nationalisme, de créer le pain pour le Japon. Dans Le Maître de thé, voilà, c'est une question quand même vachement importante. Pourquoi mon maître s'est-il suicidé? Dans Les Gouttes de Dieu, il y a une dimension d'identité pour le personnage principal, puisque son père était un grand œnologue, mais il n'a pas transmis à son fils. Enfin, voilà. On en rediscute après? Je veux jouer. On y va. C'est parti, vous allez faire votre partie. Alors bien ton bien de pied, Romaric? Très bien, mon bain de pied, merci Fabien. Tu es pas trop dur pendant la partie Ça a été. Ça n'a aucun rapport avec ce podcast. Mais les bains de pied, c'est important. Les bains de pied, c'est important, effectivement. Ouais, tout à fait. Ouais. Les auditeurs sont passionnés, je pense, par cette conversation. Tandis que... C'est très important, les bains de pied, pour savoir comment c'était la saveur du ciel. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça cool, j'ai faim. Bon, voilà, les objectifs du jeu sont remplis. Fin du podcast. Il y a des petites questions qu'il faudra que je te pose. Mais on commence par parler de la fiction, comme d'hab. C'est parti. Alors, je jouais Basilic. Tout à fait. Une jeune fille un peu trop sûre d'elle, qui se pose une question sur pourquoi sa grand-mère était heureuse. Voilà, c'est ça ta question fondamentale, c'est qu'est-ce qui fait que... Et je compte y répondre parce que quand j'étais petite, elle me faisait manger des tomates et que c'était trop bon. Et qu'à ce moment-là, elle souriait très fort et elle était très heureuse. Et je pense que c'est grâce aux tomates que je vais comprendre pourquoi. L'essence du bonheur. L'essence du bonheur pour l'être humain. Quel est-il? Et donc oui, c'était la tomate, ton mets. Exactement. Oui, il y a un truc que j'ai oublié de préciser, c'est qu'on choisit le mets ou le plat en fonction de ce dont on a envie de manger au moment où on fait la partie. On fait la partie, oui. Voilà, c'est pour ça que c'est important de jouer avant avant de manger, parce que justement il y a ce critère-là de choix. Donc là, ça touche à la ritualisation du jeu, en fait. Ouais, mais aussi à l'envie que tu vas avoir parce qu'il faut quand même avoir envie de raconter des trucs sur ça, quoi. La motivation. L'avantage aussi de demander aux joueurs de choisir, c'est que tu choisis des plats que tu connais, donc sur lesquels tu as une vague idée. Tu vois, si tu sais pas comment on fait, ou même si t'as pas une vague idée de la manière de ce à quoi ressemble une mousse au chocolat, tu choisis pas une mousse au chocolat et puis tu choisis, je sais pas, autre chose qui te plaît, quoi. D'accord, ouais. Ok. Ça c'est un truc que j'ai noté par rapport à la partie que vous avez produite, c'est qu'en fait c'était aussi l'occasion, ce jeu, d'apprendre plein de trucs sur la cuisine ou même sur le vocabulaire de la cuisine. De s'échanger. Que vous échangiez des informations sur la cuisine en règle générale. Tout à fait. Alors que vous faisiez la partie, par exemple, je sais plus, il y a l'exemple de la tomate que Flavie va accueillir. Elle dit une tomate noire, elle utilise un nom que tu ne connaissais pas. Et toi tu réagis en disant mais c'est quoi ce nom? Et Flavie dit si, c'est une espèce de tomate. Même si c'est en principe, on essaie d'éviter les termes techniques, c'est-à-dire qu'un peu comme dans Prosopopée, il vaut mieux décrire plutôt que nommer. D'accord, ok. Mais j'ai trouvé ça quand même intéressant que un jeu, parce que quand on voit un jeu sur la cuisine, on se dit, on espère aussi, on attend aussi en tant que qu'acheteur du jeu ou en tant que utilisateur du jeu qu'ils nous apprennent des choses sur cet élément. Alors tu vois, là c'est plutôt de l'échange. C'est pas tellement que le jeu en lui-même nous apprend des choses, mais il nous permet d'échanger sur quelque chose qu'on aime bien. Mais oui, ok. C'est ça que je veux dire. Mais il faut savoir que moi, par exemple, je suis pas très grand cuisinier. Je veux dire, je cuisine un peu pour le plaisir. Mais tu aimes ça. Mais j'aime, c'est vrai, c'est surtout que j'aime manger, quoi. C'est clair. La deuxième partie, en fait, donc Flavie se retrouve le personnage de Flavie, donc Basilic, se retrouve en Espagne, et on lui a donné l'adresse. Enfin, les membres du Cénacle lui ont donné l'adresse d'une petite vieille, en fait, qui vit dans une vieille hacienda au milieu de ses champs de tomates. Ouais, carrément. C'est le moment d'ailleurs que je décris. Voilà. Ouais. Qui était chouette. Et puis. Ça permet de laisser travailler l'imagination. En fait, moi, la petite vieille, je l'ai créée à la volée à partir de quelques questions qui sont dans le bouquin.
Pas en rapport avec le fait que justement ce soit sa grand-mère, enfin que je l'ai pas fait consciemment. Tu l'as pas fait consciemment? C'est beau quand même, parce que alors là, moi je pensais que c'était totalement conscient justement. Non, pour le coup, c'était pas. Ah, d'accord, ok. Et j'aime bien aussi essayer de faire des guides qui ne ressemblent pas à l'image qu'on se ferait d'un grand cuisinier. C'est-à-dire, ça peut être quelqu'un qui vit, je sais pas, dans un HLM, qui est quelqu'un d'assez modeste ou d'assez discret, plutôt que quelqu'un qui se la raconte nécessairement. D'accord. Parce que par contre, mon personnage, qu'est-ce qu'il se la racontait? C'est clair, la petite vieille, elle te repousse à la fourche, quoi. C'est quoi l'idée sous-jacente de ça? C'est qu'au final, on peut apprendre la cuisine partout dans le monde. Il y a toujours quelque chose à apprendre, quel que soit l'endroit où tu vas. Ouais. Et puis ce qu'il y a aussi, c'est que la cuisine, c'est quand même. Je trouve intéressant parce que c'est quelque chose d'à la fois très humble et extrêmement intime. Alors, c'est pas intime, mais valorisé socialement, tu vois. C'est-à-dire que en France. En France, oui, mais c'est vrai en fait dans tous les pays du monde. Enfin, tu vois, même des pays pour lesquels, on a le préjugé que la cuisine n'est pas importante. En réalité, c'est valorisé partout. Bon, alors derrière. Même avec ça, j'ai l'impression que tu fais de la cuisine un savoir ésotérique en fait. Tu vois. Si le maître, c'est le maître accessible, alors il y a qu'à suivre l'université de cuisine spécifique et tu deviens. T'as pas besoin de te poser de questions. Tandis que tu suis des recettes. Si les maîtres sont cachés parmi nous mais qu'on ne sait pas qui ils sont, alors t'en fais un savoir ésotérique et du coup t'es obligé de poser effectivement beaucoup plus de questions, t'es obligé de creuser. Cénacle qui est une société secrète, ça fait un petit peu ça aussi, non? Ouais, oui, c'est le. Alors ça c'est un truc que je voudrais dire, c'est à la lecture du livre, ce qui frappe d'entrée de jeu, c'est le décalage qu'il y a entre le sujet traité, à savoir la cuisine, qui est un sujet assez léger, on va dire, par rapport à ceux qu'on pourrait traiter dans des jeux de rôle, comme des sujets souvent qui sont traités comme le combat, la mort, le deuil, ce genre de notions. L'humanité, exactement. Très souvent, le rôliste va sauver le monde, comme chacun sait. Et ici, c'est la cuisine, mais en même temps, dans l'histoire, il y a cette histoire de la société secrète. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu d'entrée de jeu en accroche du bouquin, c'est le fait qu'il y ait ce décalage entre la cuisine et la société secrète. C'est-à-dire que, oui, une société secrète qui vise à faire le meilleur plat et tout, et il y a un décalage. Et là, ça colle parfaitement avec tes sources d'inspiration. Oui, là, c'est pas une invention personnelle, hein, c'est vraiment t'as toujours un peu un côté comme ça quand tu lis les sources dont je parlais tout à l'heure. Voilà, c'est-à-dire, la source vraiment originelle, c'est le maître de thé de Yasushi Inoue, que je vous recommande, qui est absolument incroyable comme bouquin. En plus, c'est pas épais et qui raconte l'histoire d'un disciple d'un grand maître de thé dans le Japon médiéval. Et qui donc va à la recherche des origines de son maître. Pour répondre à ta question, ce qui est important de comprendre, c'est que dans ce jeu, il y a un propos à la fois sur le monde, mais aussi sur le jeu de rôle. Le propos sur le monde, c'est de dire que quelque chose qui est en fait la cuisine est quelque chose qui est qui a une place particulière, mais qui est surtout en fait est centrale dans nos existences, quoi. Ouais. C'est quand la dernière fois que vous êtes combattu? Je pense, la plupart des gens peuvent pas me répondre. Moi, c'est même jamais, je me suis jamais même battu. Voilà. Quelle est la dernière fois où vous avez mangé? Je peux vous dire que ça se joue à quelques heures, quoi. Donc c'est au centre de nos vies, en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est marrant parce que ce jeu, d'ailleurs, je l'ai écrit au moment où je faisais un jeûne thérapeutique, donc 7 jours sans manger avec tout un tas de et que quand tu es privé de nourriture, ça change véritablement ton univers, que tu il y a une part au début tu as une part de souffrance, puis au bout d'un moment tu as une bon. Bref. Ouais, donc et c'est important, si tu veux, et le propos après sur le propos sur le monde, c'est de dire faites attention à à la manière dont vous mangez. N'oubliez pas que manger, c'est sans doute une des manières qui est la plus un des plus forts contrôles qu'on subit dans une société contrôlante et standardisante comme les nôtres. Parce que vous avez besoin tout le temps de manger, et donc on a tendance soit à considérer la bouffe comme, ça je le mets en conclusion du livre d'ailleurs, on a soit tendance à considérer la bouffe comme un carburant pour renouveler sa force de travail,
Donc ça, c'est un peu la version fast-food. Ou bien comme du pur divertissement, du pur plaisir, sans s'interroger sur le sens de ce qu'on mange, sur la transcendance de ce qu'on peut obtenir avec un plaisir qui est sans doute un des premiers plaisirs qu'on a. Je veux dire, le bébé qu'on ressent. Il y a énormément de, tu vois, téter, le stade oral, c'est extrêmement important. Bon, il faut savoir aussi que si ce jeu est à 2 joueurs, c'est pas par hasard. C'est-à-dire qu'il est très fortement influencé d'un jeu qui s'appelle Breaking the Ice d'Emily Kerbos. Ah oui. Auquel on a déjà consacré un podcast. Je voulais en parler. Après. Et qui, à mon avis, est vraiment un jeu, séminal, au sens qui lance toute une génération de jeux. Il y a Prosopopée aussi qui est très inspiré de Breaking the Ice justement. D'accord. Et donc dans le propos d'Emily Kerbos dans Breaking the Ice, c'était de dire ben voilà, je vais vous montrer un jeu dans lequel on peut raconter des histoires d'amour. Et vous montrer pourquoi, alors que le jeu de rôle tel qu'on le pratique traditionnellement ne s'y prête pas ou ne permet difficilement de le faire. D'accord. Et en fait, la Serveuse du ciel, c'était aussi une manière de dire les enjeux culinaires peuvent être un enjeu de jeu de rôle intéressant. Ça peut être des enjeux fictionnels. Et donc voilà, dire c'est possible, on peut s'éclater en racontant de la fiction. Et d'ailleurs, il faut savoir que ce jeu, en fait, l'origine, c'est Christophe Buckley. Un soir, on discutait chez lui, on faisait la cuisine avec sa compagne Sylvie, que je salue d'ailleurs au passage. Et donc on faisait la cuisine. Et à un moment, je dis à Christophe, ce serait génial si on pouvait avoir un jeu de rôle sur la cuisine. Et Christophe me dit, allez chiche, vas-y, tente le coup. Et donc c'est comme ça que je me suis mis à travailler dessus. Donc ce jeu, tout en étant un jeu avec qui est tout à fait intéressant et avec lequel on peut faire des parties qui sont tout à fait valables et puis amusantes, est aussi un jeu pour montrer que il y a toujours plein d'enjeux que le jeu de rôle tel qu'on le pratique n'aborde pas. Ou pas de manière, je trouve, satisfaisante. Et la Saveur du ciel, c'est un peu une invitation à dire, écoutez, créez d'autres jeux plus complexes autour de cet enjeu de bouffe, faites-en plus, allez chercher ça. De la même manière qu'avec Emily Kerbos, après, on s'est dit, tiens, on peut rajouter du sexe, on peut rajouter de l'amour dans les parties, et puis ça devient un enjeu parmi les nombreux enjeux de la partie, quoi. Par exemple, dans Apocalypse World, l'enjeu du sexe et des relations amoureuses est très important, mais c'est pas le seul enjeu au centre. D'accord. Peut-être finir avec la fiction. Alors je sais pas si. Alors Fly. Moi du coup je vais voir le guide. Donc voilà. Pour passer un niveau. Vous avez passé un niveau. Exactement. Et en fait je suis quelqu'un de très très sûr de moi, donc j'y vais, mais en me disant qu'en fait j'en ai pas besoin et que c'est de la merde. D'accord. Et elle me dit. Elle me rembrouille. Elle me dit va chercher des tomates. Puis j'arrive et dis pourquoi t'as choisi ces tomates là. Je dis mais à l'intuition, trop d'intuition, faut réfléchir. Je suis pas d'accord. La cuisine c'est aussi de l'intuition et tout, donc on se prend la tête. Elle me fait à manger, je dis vous avez oublié de mettre ça dans ce plat pour qu'il soit parfait. Je rajoute des trucs dedans. Des spaghettis à la sauce tomate. T'étais arrogante en fait. Grave. Mais parce que ça cache quelque chose, un manque. Et alors après tu t'es mise à faire le plat, donc on est passé dans la deuxième phase qui est la phase de préparation. Où là du coup je dis ce dont j'ai besoin pour le plat. Et ensuite, je me lance dans la préparation d'un plat et c'est là que ça devient marrant, quoi. Enfin, tu rappelles la phase 1, Fabien ? La rencontre. La rencontre ou l'approche. C'est dans le moment où le guide et l'apprenti se rencontrent. L'approche, deuxième phase, la préparation. La préparation, troisième phase, la dégustation. D'accord. Et après, il y a un petit épilogue. Et donc, dans la préparation, tu racontes comment tu ramènes. Alors, tu voulais inventer un plat à base de tomates, mais qui n'existait pas jusque-là, c'est ça ? Exactement. Et dans lequel il y avait du wasabi, du sucre, des tomates, de la mozzarella, du jambon. Je crois que c'est à peu près tout. Et différentes sortes de tomates. Et j'avais prévu aussi plein de sortes d'herbes autour en pot, mais que je n'ai utilisé qu'à la fin pour l'odorat. Tout à fait. D'accord. Et en fait, t'as créé tout un espèce de monde à partir de ton plat où chaque. Et j'ai utilisé des choses de l'Orient et de l'Occident, donc en fait j'ai créé une sorte de sashimi de tomates. Ouais. En cercle concentrique avec différentes sortes de tomates de différentes couleurs pour créer toutes les couleurs du monde. Et ensuite. Ça c'était la base. La base.
Ensuite, je prends le couteau, un vieux couteau presque rouillé, pour prendre des morceaux de jambon comme ça que j'attaque et que je mets dans le millefeuille. Et en fait, ça symbolisait quoi dans ton monde? Ça symbolisait une espèce d'opposition. De l'opposition. Là, il y avait le sucré, la force. Et là, autour, il y a les rayons du soleil, la chaleur de l'Espagne. Et la mozzarella. La mozzarella, j'ai trouvé que c'était super cool comme tu l'as introduite dans le plat. Parce que du coup, les couleurs sont tristes et il faut de la lumière, vu que c'est que des couleurs sombres. Donc, je prends la mozzarella au-dessus pour faire le soleil et je déchire la mozzarella. Et du coup, des morceaux de mozzarella tombent en chaos sur ce qui arrive, sur qui est très concentrique. Pour vous donner une petite idée de ce que c'est que ce jeu, il faut se dire, voyez l'épisode de Prince of Tennis qui est autant relayé notamment par le joueur du grenier, où on a ces deux joueurs de tennis qui sont en train de faire un match. Je vous invite vraiment à aller voir ça. Dans l'émission donc de Frédéric, là, le joueur du grenier, on voit à un moment donné en fait un extrait de Prince of Tennis où deux joueurs font du tennis, et il y a à un moment donné un service qui est comparé par le mangaka, enfin par la personne qui a animé ce dessin animé qui est comparé à une météorite qui aurait permis d'éteindre les dinosaures sur la Terre. Et donc c'est juste pour dans le jour de grenier, décalage, je crois que c'est le coup la rencontre entre un raz-de-marée et une colonne de feu, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est du même tonneau. De façon métaphorique des choses qui ne sont pas comparables, à savoir deux cataclysmes et deux joueurs de tennis qui sont en train de se battre. Eh bien, la saveur du ciel, c'est finalement un petit peu ça. Oui, c'est-à-dire que il y a un côté le côté exubérant du manga, j'ai envie de dire, du contraste. Et... Très clairement, dans le plat que crée Flavie, on sentait la philosophe et la métaphysicienne derrière, quoi. C'est-à-dire que c'était, et je dis ça avec... voyons, c'est comme ça que je cuisine. je dis ça avec beaucoup d'amitié, mais c'était assez intello, dans le sens où vraiment c'était tout un monde avec les tomates qui formaient le fond, la viande qui formait une espèce de force primale. Ensuite t'avais le chaos avec la mozzarella, et puis le wasabi à la fin faisait l'esprit. C'est la confiture, pas le wasabi n'importe comment. N'oublie pas, c'est le moment important de mon roleplay où je mélange aux graines, à la poudre de wasabi, des graines de tomates, de toutes les tomates que j'ai rencontrées dans ma vie, que j'écrase pour faire cette ultime confiture. Et ensuite, je fais une confiture de wasabi avec des graines de tomates. Donc, non, il faut se dire que le jeu n'est pas nécessairement aussi, exubérant. Exubérant, exubérant, si, il l'est. Mais symboliste, pas nécessairement, quoi. Enfin, moi, j'ai vu deux parties de la deux fois avec des tomates d'ailleurs. Avec Adrien, c'était aussi des tomates. Vous léviez dans le jardin, vous aviez isolé une table, vous l'aviez mise au fond du jardin, vous léviez tous les deux pour. J'avais l'impression d'assister à un shonen. C'est-à-dire, moi, la façon dont vous le jouiez, j'avais l'impression d'assister à un vieux scénario de Saint Seiya où les joueurs se lèvent autour de la table, un scénar solo en l'occurrence, parce que je trouve que ton jeu globalement, moi, il me fait vachement penser pour les rôlistes traditionnels qui n'auraient pas l'habitude de. En gros, imaginez-vous un scénar solo, le guide en position de meneur de jeu. Pourquoi avec un seul joueur finalement. Et moi, j'avais l'impression d'assister à un scénar solo de Saint Seiya, c'est-à-dire que, sauf que quand je me suis approché, il lançait pas des attaques. C'est-à-dire qu'il était en train de découper des tomates et de parler et c'est ça, quoi. Et c'est assez spectaculaire. Et une fois qu'il était prêt, il y a eu la dégustation. Alors dans la dégustation, t'as mis beaucoup. Ouais, vas-y, raconte. Je commence en prenant un morceau des rayons du soleil que je mélange, qui sont du coup du jambon, que je mélange avec un peu de tomate et avec un peu de mozzarella. Enfin, en gros, je fais la bouchée parfaite, un peu de wasabi, et lorsque je le mange, je comprends que je sais même plus ce que je comprends. Si en fait, j'avais la diarrhée verbale. Ce qui s'était passé dans la préparation, c'est que t'avais. Oui, il manque quelque chose. Alors oui, il y avait ça aussi. Mais il manque quelque chose. Tout est là, tout est parfait, mais je comprends que on n'est pas encore proche de ce que je faisais avec ma grand-mère, et c'est là que je me lève et que je vais chercher tous les pots de tous les pots du Nutella. Ah mon Dieu, non, le Nutella, l'huile de palme on peut en parler du Nutella, c'est vraiment c'est de l'acide pur si on était dans Centenaire. Et donc je vais chercher toutes les plantes et je les mets autour de moi pour avoir l'odorat tout de même, et du coup une fois qu'il y a l'odorat en même temps que tous les sens sont réunis, eh bien là, la bouchée parfaite éclate dans ma bouche. Et c'est bon.
Et là, tu ressens ce que tu as senti à l'époque avec ta grand-mère. Oui. C'est beau. Et là, on passe au deuxième niveau. Ce qui est ouais, vas-y. Non, mais j'ai une question. C'est simplement, est-ce qu'on peut échouer? Non, quand j'entends tout ça, je me pose la question de savoir. Pas vraiment. C'est-à-dire que c'est un peu un argument que j'avais déjà développé en travaillant sur Monostatos. Je pense pas que le système, que la vraie question c'est échouer. La possibilité d'échouer est dans les règles, mais le système si tu mets un peu du tien, tu y arrives, tu vois. Le but du système est plus de donner de l'adversité, c'est-à-dire de la résistance, ce que Frédéric Sintès, dans un formidable article, appelle la résistance asymétrique. C'est-à-dire le fait que tu dois, en tant que joueur, faire des efforts pour obtenir des choses dans la fiction en tant que personnage, tu vois. Et pour ton personnage, plus exactement. Et donc, après... En plus, c'est dû à la démarche créative simulationniste de La Saveur du Ciel, qui fait que l'échec est pas sanctionné. Voilà. Enfin, en fait, on peut déjà connaître la fin. On sait qu'on va y arriver, mais la vraie question, c'est de savoir comment on va y arriver. C'est Columbo, quoi. On sait que le détective va trouver le coupable, mais ce qui compte, c'est de savoir comment il va. Si tu veux, ouais, c'est ça. Donc le système fait que bon, tu t'en sors dans tous les cas, mais ce qui est intéressant. Le Columbo, c'est un plat en plus. Oui, absolument. Oui, exactement. Oh, j'ai trouvé le. Non, là, il faut te lever. Tu prends une position en gars, tu fais. Mon Dieu, mais comment n'y avais-je pas pensé plus tôt? Je suis un podcasteur de l'extrême. Je suis là. Ça y est, les auditeurs ont plein de soleil qui sort de leurs oreilles. La saveur de la cellule après. Réaliser le meilleur podcast possible. Non, mais... Mon Dieu, le problème venait dans le micro. J'ai plein de trucs. Alors, à dire. Ce qui était intéressant aussi, c'est que donc ce que tu avais amené dans la préparation, le côté métaphysicien, c'était qu'en fait le plat, l'assiette, était une forme de monde. Il y avait un côté démiurgique, tu vois, et que chaque élément avait une résonance par rapport aux autres. Et je trouve que c'est une belle idée, en fait. Ça, je suis assez. Dans un plat, tous les aliments se relient. La bouchée parfaite, quoi, quand tu prends de tout ce qu'il y a dans ton assiette, dans ta fourchette, et pour voir si ça marche. Et ce que tu comprenais plus ou moins, c'est que ta grand-mère avait ce côté un peu métaphysicien, puisqu'elle maîtrisait. Tu disais que c'était une scientifique. Enfin, un des souvenirs qui t'était revenu, c'était que c'était une scientifique et que pour elle. Elle a tout quitté pour élever des tomates. Mais elle a quand même eu des enfants. Exactement. Après. Voilà, c'est ça. Après avoir élevé certainement la tomate parfaite. Et qu'en comprenant tout ça, elle a atteint plus ou moins l'ultime sentiment. Enfin, donc là, petite. Non, mais c'est vrai. Sens néant culinaire. Sauce cuisine. Sauce exalogie, on a fait. Sauce exalogie. On a lancé un supplément avec des recettes. Non, mais du coup, oui, ça lance sur la deuxième partie, qui est que du coup, quand on a eu le truc parfait, on peut passer à la suite. Et puis t'as découvert que, en fait, t'as découvert la personne dont tu allais tomber amoureuse, plus ou moins, qui parce que dans une bouchée, j'ai une vision. Voilà, c'est ça. Puisque le jeu le permet tout à fait. Exactement. Et je suis en Irlande et la personne élève des tomates aussi, mon Dieu. Une sorte de tomate que je ne connais pas et c'est la tomate complémentaire à ma tomate à moi. Et je sais plus quel était le troisième niveau de plaisir céleste, mais... C'est le moment où je rencontre ma grand-mère. Où je redeviens une petite fille et elle me dit qu'elle est fière de moi et elle te parle, exact. Et à la fin, j'apprends que tu étais le guide de ma grand-mère aussi. Oui, enfin qu'elle l'a connu en tout cas. Voilà, et du coup, je pars en Irlande où en fait la personne que j'ai vue est mon futur guide. Ouais, donc il y a effectivement, parce que l'idée c'est que la question fondamentale est en partie répondue par le guide à la fin de la partie. D'accord, ça n'a pas l'air de plaire à Soren. Donc c'est comme ça que se termine une partie de La Saveur du Ciel, c'est-à-dire que le guide fait un wrap-up, comme on dit. Ça, c'est mon côté école de commerce. C'est-à-dire le wrap-up, c'est la conclusion en fait de la partie, l'épilogue. Parce que le wrap pour moi c'est un truc que tu roules et que tu manges. Ah oui, bouffe. Encore. Ouais. Et pour moi le up c'est non, pas de lien. Le one up. Voilà. Bon, moi j'ai des questions. Après je sais pas comment. Moi c'est parti. Hein. Je suis. T'es chaud. Chaud patate. Il est chaud bouillon. Chaud comme une baraque à frites. Alors moi le premier truc c'est que je vois. Alors déjà tu as conscience quand même que le décalage entre la cuisine et la façon dont c'est abordé
et les problématiques existentielles et tout que tu veux traiter à travers la saveur du ciel, ou que tu veux faire en sorte que, au cours des parties, les joueurs qui utilisent la saveur du ciel traitent, t'as conscience que ça crée beaucoup d'humour quand même. Moi, je suis pas du tout d'accord. J'ai vraiment eu donc ça on l'a déjà dit, mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup en jeu de rôle, c'est de susciter des moments de transcendance. Et je pense, moi, mais comme tout le monde, j'ai déjà eu des moments de transcendance en bouffe, et pas seulement en mangeant des plats hyper raffinés ou quoi au resto, mais parfois, tu sais, tu manges. Ça m'est arrivé ce matin. Tiens, je mangeais c'était quoi? C'était d'une tartine au beurre salé. Et oui, nous sommes en Bretagne. Et c'était juste ouf, quoi. C'est normal, c'est parce que d'habitude tu manges pas du vrai beurre. mais ouais, je ne sais pas à quoi c'était dû, mais en mordant, je me disais putain, c'est juste la bonne quantité. J'avais un vrai plaisir de bien-être d'un seul coup en mordant. Et ce jeu est d'une certaine manière une invitation à prendre la nourriture au sérieux. Et je pense que c'est dû à. Il y a une dimension féministe derrière. C'est-à-dire que. Alors là, faut que tu me l'expliques par contre, parce que là. Bon, il faut savoir que 80% des tâches ménagères sont faites par les femmes. Ça, c'est en France aujourd'hui, en 2014, voilà. Donc, messieurs, si vous êtes dans un couple hétérosexuel dans le même logis, je vous invite à faire un effort pour partager les tâches ménagères. Et donc, que la cuisine a longtemps été dévalorisée comme quelque chose de secondaire parce que justement, c'est fait par les femmes. D'autres personnes diraient c'est parce que c'est dévalorisé qu'on l'a donné aux femmes, mais je pense que c'est bref. Et on se rend compte, si tu veux, à l'heure actuelle, que il y a une reprise de la cuisine par les hommes en main. Les grands chefs cuisiniers, c'est en immense majorité des hommes. Il y a quelques femmes, mais elles sont pas nombreuses, et qu'il y a une reprise en main de la cuisine par les. Donc je suis pas du tout certain que on échappe à la problématique féministe quand on parle de cuisine. Tout ça pour dire que je veux pas non plus que ce soit un jeu. Disons que c'est important de revaloriser la cuisine en son entier et pas seulement dans ses aspects les plus raffinés, parce que les aspects les plus raffinés sont maîtrisés par les hommes. Bon, pas tous, hein, si on pense. Non, mais je connais ça. C'est le moment où la cuisine de tous les jours est entre les mains des femmes, et puis alors au moment où c'est le mec qui va cuisiner, là c'est la grande affaire. Faut que tout le monde sorte de la cuisine. Voilà, c'est ça. Prend le bas de combat, on sort les trucs. Ce plat-là, ça va être une grande histoire, et ainsi de suite. Nous, c'est un truc qu'on constate. J'avais déjà eu la remarque en discutant avec des amis et des collègues, du fait qu'effectivement c'était une tension naturelle qu'on avait. Quand c'était le mec qui cuisinait, il en faisait toute une affaire et ça devenait quelque chose de très sérieux, alors que la cuisine au quotidien restait plutôt l'affaire. Donc voilà, ouais. C'est une manière de dire faites attention à la cuisine au quotidien, enfin surtout si elle est faite par une femme, que ce soit votre copine, votre grand-mère, votre maman. Bon, chez mes parents, c'est mon papa qui cuisine. Et c'est vrai que j'ai un peu de culpabilité à écrire ce jeu parce que je suis un homme et que voilà, je voudrais pas renforcer ce cliché de. Alors, je vais me permettre un truc, hein, ouais. C'est une nana qui te le dit. Détends-toi. Détends-toi. Ton jeu, j'ai pas du tout vu ça dedans. D'accord. Mais alors pas du tout. Ouais. Moi, j'ai vu aucune notion féministe ou blablabla dedans. J'ai juste sexiste en l'occurrence. Ouais. J'ai rien vu de ça. J'ai vu un jeu où je me suis éclatée à parler de bouffe. Et où j'ai pu me dire et puis j'ai pu aller à fond dans le côté manga, shoujo, shonen, tout ça. J'ai rien vu de tout ce que tu dis. D'accord. Bon, tant mieux. Alors moi, la question, elle portait sur le décalage entre la cuisine et la façon existentielle dont la cuisine, enfin les problématiques existentielles qui sont soulevées. Et la réponse de Fabien, c'est de dire non, la cuisine pour moi, c'est aussi quelque chose d'important. Et donc moi, le décalage que tu vois dans La Saveur du Ciel, en vrai, je ne le vois pas parce que pour moi, la cuisine est bel et bien une façon d'aborder des problématiques d'ordre existentiel. Voilà, c'est ça. Flavie. Alors moi, je pense qu'il y a deux façons de pouvoir jouer à ce jeu. Alors, je suis d'avance désolée Fabien parce que je n'ai pas lu ton jeu. Je me suis contentée d'y jouer, je n'ai pas eu le temps. Et je pense que oui, on peut y jouer avec de la jolie façon qu'on vient de faire. Et on peut y jouer d'une façon amusante. Où tu te lâches un peu, tu te choisis un objectif de merde, et où tu vas dans la version, pas dans la version manga shoujo comme on vient de faire, mais dans la version collège fou.
où on peut carrément faire n'importe quoi. Voire tu peux aller dans la version cracradingue où c'est une sorcière qui essaye de créer une potion magique ou Hannibal comme je disais tout à l'heure. Ou Hannibal voilà. Ça j'ai pas testé donc. Il y a certainement des versions très drôles qui peuvent apparaître où quand tu goûtes le truc, tu envisages en effet un immense tyrannosaure qui mange un truc. Il y a un décalage et le décalage peut toujours être vecteur d'humour en fait. Et alors pour répondre aussi plus et avec le nez rouge, beaucoup plus évident. Fabien. D'accord, faudra que vous m'expliquiez là. C'est Canal+. Guignol de Greff qui explique. Encule un mouton. Ah oui, encule un mouton. Oui, de Greff qui explique voilà. En fait, la question que tu poses est une question que je trouve assez profonde sur les questions de créativité et de création en général, parce que ce que dans Sphinx, donc Sphinx et La Serveur du Ciel ont été créés à peu près au même moment, l'été dernier, donc l'été 2013, et disons que je développe là-dedans une idée qui m'est chère et qui est très profonde, qui est une idée qui traverse l'art, en particulier l'art contemporain, qui est qu'on peut répondre à des problématiques de type existentiel, social, par autre chose que par des discours profonds, philosophiques, qui ont un aspect profond, construit plus exactement. Une esthétique profonde. Ouais. C'est-à-dire si on voulait vraiment, c'est une manière de dire que on peut y répondre exactement par une expérience esthétique, mais aussi donc esthétique, c'est plutôt Sphinx, tu vois, quand tu te retrouves face à ces ruines. Et La Saveur du Ciel, c'est plutôt une expérience et ça c'est quelque chose que je dis de manière assez naïve, mais il m'est arrivé de trouver des réponses, de trouver du calme, de trouver une certaine sérénité face à un certain nombre de questions en mangeant. Après, j'ai peut-être une relation. Bon, je sais que j'ai une relation un peu problématique à la nourriture. Ce que tu dis est intéressant mais moi par contre c'est pas en mangeant, c'est en faisant à manger. Moi, je sais que c'était il y a longtemps, c'était quand j'étais à la fac, mais quand c'était les examens, je me préparais une dose de nourriture incroyable dans le frigo et je savais qu'en rentrant d'examen, j'allais pas réviser les examens du lendemain, mais j'allais faire à manger. Parce que ça me détendait. Et à la sortie des examens, j'invitais des gens à bouffer du coup parce que j'avais le frigo plein de trucs, qu'il était évident que j'allais pas tout manger, quoi. Dans le zen, parce que je me suis un petit peu intéressé au zen récemment, ce qui est très intéressant dans le zen, c'est qu'ils disent, il y a beaucoup de maîtres zen qui disent des choses du genre, pour trouver l'illumination, fais ce que tu fais tous les jours, mais fais-y vraiment attention. De manière il y a une notion qui est très forte, qui est la notion de penser sans concept. C'est-à-dire l'idée que tu pourrais penser sans utiliser justement des catégories de langage, et que tu pourrais penser à travers des expériences esthétiques ou des expériences qui justement relèvent de l'indicible. Et je crois que en prenant la nourriture au sérieux, il y a un travail philosophique ou spirituel, mais je manque un peu du mot pour expliquer ce que je veux dire, mettons philosophique, à faire à travers une expérience mystique, quoi. Oui, mais dans le zen, il y a l'idée que tu peux avoir une expérience mystique dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin que ce soit quelque chose d'exceptionnel. Ça peut être verser le thé, quoi. Voilà, exactement. Marcher, s'asseoir. Quand tu marches. C'est clair. Faire l'amour, le tantrisme en vient. Tout à fait. Mais tu dis marcher, Olivier. Moi, la randonnée, j'ai fait beaucoup de randonnées quand j'étais gamin, et j'ai toujours énormément de plaisir à marcher parce que il y a une dimension mystique. Peut-être mystique, ou spirituel dans des actes quotidiens. Il y a une école du zen qui utilise ce qu'on appelle des koans, je sais pas si je prononce bien, qui sont en fait des phrases qui en fait t'incitent à penser sans concept. La plus connue, c'est que fait le bruit d'une main qui applaudit toute seule. Ou bien quel est le bruit que fait un arbre quand il tombe en forêt s'il y a personne pour l'entendre. Et il y a un des koans, il y en a plein, c'est formidable. Trouver des bouquins de koans, ça fait énormément de bien. Le disciple demande au maître, quel est l'objet, quelle est la chose la plus sacrée au monde? Et le maître répond, un bâton pour se torcher le cul. Et en fait, ok. Au début, t'as un truc où il demande le sens de la vie et il lui répond le pain dans la cour. Oui. Tout à fait. Le pain païenne, d'ailleurs. L'arbre, le pain dans la cour. C'est ça. Et en fait, ça
d'une certaine manière, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire, au début, tu as envie de rigoler quand t'entends le coup du bâton à se torcher le cul. Et puis, au bout d'un moment, tu te dis, ce bâton à torcher le cul fait aussi partie du monde, comme le Bouddha ou comme n'importe quel autre objet sacré que tu peux considérer. Et moi, je suis pas du tout bouddhiste. Je suis même un bon vieil athée bien matérialiste, comme on n'en fait plus. Mais je considère néanmoins que tu peux changer ton regard sur le monde et comme ça changer tout ton monde. Quand tu dis ça, moi ça me fait surtout penser à la phrase d'Héraclite, tu sais, qui sortant des chiottes dit à son compère. Ici aussi, il y a des dieux. Voilà. C'est une façon de dire on peut se saisir de tout ce qui existe dans le monde, même ce qu'on peut considérer comme le plus sale. C'est-à-dire là en l'occurrence ton bâton à merde, c'est ça, c'est de la scatophilie en fait, tout ce qui touche au caca et en faire quelque chose de fantastique. C'est marrant que tu parles du caca d'ailleurs parce que c'est de toute façon la destinée de toutes ces saveurs du ciel. Tout à fait. Merveilleuse transition de la part de notre ami. J'aime beaucoup ta façon de rebondir. Non, alors attends. Sérieusement, faire caca, ça peut faire beaucoup de bien. Exactement. C'est-à-dire que en fait, si tu réfléchis bien à la pensée de Fabien, c'est que lui, ce qu'il dit, c'est que les choses de la vie quotidienne et les plus primaires peuvent être des vecteurs de sensations existentielles, etc. Alors, la psychanalyse, voilà, je veux dire que oui. Mais dans ton jeu, on ne trouve pas ça. Si, mais c'est le premier niveau. Oui, après il y a des. Ensuite, on chope la clé pour choper le boss. Ouais. On se tape le donjon. Ouais. Et on chope le nouveau niveau qui est le niveau céleste, où là, on peut acquérir autre chose. Donc ça ne dit pas juste oui, vivez l'instant présent et tout, mais il y a aussi autre chose à part le caca. Ceci dit, il faut quand même avoir conscience à l'esprit que parler de caca ou parler de nourriture, forcément, la personne qui nous écoute en ce moment dans son casque dans le métro doit quand même un petit peu rigoler, tu vois. Mais sérieusement, il y a un côté décalage, c'est-à-dire de parler de caca sur la cellule, je pense qu'il y a un petit côté. Si un jour quelqu'un fait un jeu de rôle sur le plaisir de faire caca, moi je serais super intéressé de le lire et d'y jouer. Ça devient de la va dans une maison. Non mais dans une maison de retraite, ils font que ça. Mais je préférais plutôt la saveur du fiel quand on parlait du sexe tout à l'heure. Moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de faire de l'humour caca, genre South Park. Enfin, c'est pas ça ce que je veux dire, mais dire, voilà, allons jusqu'au bout et puis allons chercher les trucs les plus, même dans l'horreur, je pense qu'il y a aussi une forme de sacré ou de. Enfin bon, on se perd un peu. On se perd complètement même. Parce que moi, je vais être honnête avec toi. S'il y a un jeu de rôle un jour sur le caca, j'aurais aucune envie d'y jouer. Ça m'emmerde complètement, sans mauvais jeu de mots. C'est le cas de le dire. Par contre, force est de constater que ce jeu s'inspire quand même beaucoup du sexe en règle générale, de la relation amoureuse et de la relation sexuelle. Je pense que c'est pas un hasard. Oui, tu fais de la grimace, mais en fait, c'est pas un hasard. Je fais pas de la grimace, je suis dubitatif. Déjà, j'invoque Thierry Marx, qui est, comme tu sais, l'inventeur, enfin l'un des inventeurs de la cuisine moléculaire. L'inventeur du sexe, qui dit dans nombre de ses ouvrages que en fait faire la cuisine pour quelqu'un est comparable à l'acte sexuel dans la mesure où ce que tu prépares va être introduit dans le corps de la personne. Il y a une part de don aussi. Il y a une dimension, il y a une dimension comme ça dans le. Alors, c'est pas non plus. Je trouve que c'est pas anodin le fait que tu utilises comme structure pour la création de la saveur du ciel. Une vision assez. Ouais. Breaking the Ice, qui est un jeu qui raconte l'histoire d'une relation amoureuse. Ce jeu raconte aussi l'amour que tu as pour la nourriture en règle générale. Tu vois, en gros, on touche autour de la relation affective à ce qu'on mange et mais aussi quelque chose de très primaire d'une certaine manière, tu vois. Oui, bien sûr. Mais voilà, c'est juste que je voulais attirer l'idée de dire phase 1, l'approche de la préparation, la dégustation et la manière dont tu as décrit la fin de ta fiction, Flavie. C'était l'orgasme. Ouais. C'est-à-dire que le côté, on arrive. Et je veux pas faire de surinterprétation de la saveur du ciel. T'as parfaitement raison, parce une autre. Un des autres plaisirs de la vie de Fabien, il faut le savoir, c'est l'orgasme, bien sûr. Ah bah un peu comme tout le monde. Enfin, en tout cas, je vous le souhaite, chers auditeurs. Mais une autre inspiration de la saveur du ciel, c'est ce très grand jeu qu'est Slay With Me de Ron Edwards, que j'ai traduit pour la boîte à eux. Donc voilà, full disclosure. Et je trouve que ce jeu est aussi un jeu à deux, et c'est un jeu dans lequel on joue des aventures à la Conan le Barbare,
avec un amant et le meneur de jeu a grosso modo 2 personnages qui sont l'amant et le monstre, qui peuvent d'ailleurs être le même personnage. Alors ça donne des trucs assez sympas. Et le jeu est effectivement divisé en 3 parties. Alors en français, je crois que j'ai traduit ça par effectivement l'approche, l'engagement et je sais plus comment, le paroxysme ou la fin. Enfin, mais effectivement, pareil. Alors ce que j'avais beaucoup de mal à rendre, c'est que en anglais, il utilisait des termes qui pouvaient être à la fois utilisés pour le combat et pour la rencontre amoureuse ou sexuelle. C'est-à-dire l'engagement, c'est incroyable comme quand même dans tes jeux, Fabien, il y a ce rapport de séduction. Il y a toujours un moment donné où en tant que joueur, vis-à-vis du meneur, vis-à-vis du guide ou vis-à-vis des joueurs entre eux, il y a une dynamique de séduction dans tous tes jeux, quoi. C'est intéressant. Flavie. Oui, ça va m'amener en fait aux deux personnages qui jouent. Où moi, à un moment, je me suis demandé si t'allais pas te faire chier, parce que moi, je parlais, et en fait, t'écoutes. Et en fait, à un moment, je me suis rendu compte, au moment l'approche, lui commence à décrire et moi je décris aussi. Donc du coup, il y a la rencontre des 2 univers qui se fait à ce moment-là. Mais après, je me suis rendu compte que moi j'étais là pour que ma nourriture séduise mon maître de jeu qui, lui, en fait... alors, faut le vouloir, je pense, faire maître de jeu à Saveur du Ciel, donc faut être prêt à ça. Il y a une part de don. Voilà, on n'est pas là pour, il est pas là pour jouer ou, voilà, il est là pour valider ou pas ce que je raconte. Le terme de guide est très très bien choisi à ce niveau-là. D'ailleurs. Et c'est uniquement son rôle au final. Et à la fin, lorsque du coup toi t'as fait tout ton trip, il apparaît pour valider dans le jeu ce qu'il a déjà validé avec les dés hors partie. Mais alors, comment dire, pour répondre un peu plus à fond à ta question, Rome, c'est vrai que dans mon parcours, quand j'ai découvert d'abord Prosopopée et ensuite Breaking the Ice, j'ai été épaté par le fait que ce sont des jeux dans lesquels le rapport des uns aux autres est assez différent du rapport qu'on peut avoir soit dans la société, soit dans d'autres jeux de rôle. C'est-à-dire que d'un seul coup, on est dans un rapport dans lequel il faut faire plaisir à l'autre et dans lequel, tu vois, Prosopopée, c'est complètement, c'est un paradigme de relation complètement différent parce que ta principale interaction avec les autres, c'est de les aider ou de leur faire des offrandes. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de compétition, on se fout jamais sur la gueule. Si tu te fous sur la gueule dans une partie de Prosopopée ou de Breaking the Ice, c'est que tu as perdu, en général. D'accord. Et c'est vrai que c'est possible qu'une partie de mon travail soit influencée à l'extrême par ça, parce que voilà, c'est tellement épatant comme relation et comme système social même de rapport des gens les uns aux autres que je trouve que ça vaut la peine d'explorer. Et dans les prochains projets, on a beaucoup discuté, toi et moi, du langage de Babel, qui est un des projets que je poursuis pour le moment. Je compte aller toujours plus loin dans cette direction. Le Cénacle, c'est quoi ? Le Cénacle. Faut l'expliquer parce qu'en fait, c'est vachement important, je trouve. Alors, le Cénacle. Pour comprendre le jeu. Donc, c'est la société secrète dans la Saveur du Ciel. Voilà, c'est ça. Alors, un truc que je t'ai pas dit, Flavie, c'est que le Cénacle est pété de thunes. Donc ça, c'est aussi une manière de dire aux joueurs, allez-y, faites-vous plaisir, amenez du wasabi du fin fond du Japon, enfin, n'ayez pas peur. Le Cénacle, à l'origine, donc ça signifie un groupe de gens, mais à l'origine, c'est la table sur laquelle le Christ aurait fait son dernier repas avec ses... D'où la scène. Ses 12 apôtres. Voilà. Et moi, je trouve que c'est très important pour comprendre la Saveur du Ciel, ne serait-ce que le titre. Le ciel, ça évoque aussi, bien sûr, Dieu, en fait. Ça évoque, en fait, je cherchais pour le titre. Mais n'est-ce pas ce que nous cherchons tous dans la nourriture? Marqué. Tout est belle. Je vais vous laisser après le podcast. Mais non, Fabien, tu peux venir. Dans la saveur du ciel. Nourriture égale italien, quand même. C'est marrant, ça. Et nourriture plus amour égale italien. Je pense que si on était des anglo-saxons, on aurait parlé avec l'accent français. Hein, c'est possible. Comme dans Ratatouille. Mais c'est marrant, voilà. C'est vrai qu'avec la saveur du ciel, ce que je cherchais à exprimer, c'est effectivement un mélange entre la saveur du ciel. Tu vois, la saveur, ça rend quelque chose de l'ordre de la bouche, donc de quelque chose d'extrêmement proche et d'intime. Et le ciel, ça renvoie à quelque chose d'infiniment loin, quoi. Enfin,
personne n'a jamais touché le ciel, si j'ose dire. Je pensais au 7e ciel aussi, encore un truc. Alors, tu peux voir aussi les choses comme ça, mais c'était une manière d'exprimer l'absolu plus que Dieu, parce que moi j'estime, enfin ça, on y reviendra dans d'autres projets. Quand on parlera d'autres projets, mais j'estime que il faut pas laisser le sacré ou la transcendance aux religieux et que nous autres athées matérialistes pouvons tout à fait nous en emparer. Voilà. Je continue les questions. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que je. Olivier aussi, t'avais des questions, non? Moi, j'ai encore. Olivier. Pas directement. D'accord. Moi, tu voulais nous parler d'un de tes projets à propos de la saveur du ciel. Tu disais que ça t'intéressait à propos Non, je faisais la remarque en préparation par rapport du podcast. À des discussions qu'on avait eues précédemment. Moi, je m'étais imaginé dans une partie de L5R, à un moment ou à un autre, faire en sorte que un des personnages qui doit apprendre l'art du sabre l'apprenne au travers d'un geste différent. C'est quelque chose que j'aime beaucoup comme idée. Et que donc, il y a une scène saveur du ciel au milieu de la partie de L5R. Un scénar solo à L5R avec les règles de la saveur du ciel. J'ai fait pas mal de parties de L5R où l'enjeu c'était d'apprendre mieux le sabre en apprenant autre chose. Et donc, il y en a un qui écrivait une longue lettre de calligraphie et du coup, il était vaincu par son adversaire dès le moment où l'autre était capable de déchiffrer ce qu'il avait écrit parce que dans la calligraphie et dans l'art du sabre, on utilise en réalité la même chose. D'autres situations encore, enfin, je vais pas raconter toutes les situations, mais c'était des tas de petites scènes d'entraînement parce que je trouvais que les passages de rang étaient un peu tristes. Et donc, je me m'étais imaginé faire pour le livre des 5 anneaux un passage de rang qui se fasse au travers de la bouffe et le gros samouraï qui est obligé de ranger son katana au niveau de la porte. Lui annoncer que très progressivement qu'on n'est plus dans le même faire cuire du riz. Dans le même rapport et puis progressivement le mettre dans une situation où progressivement, il doit faire face à l'idée que son katana ne lui sert plus et que pour passer à l'étape suivante, il doit déjà vu Kung Fu Panda autrement. Non. C'est un film d'animation de DreamWorks et c'est un bon film d'animation de DreamWorks parce qu'ils ont fait aussi des bonnes bouses. À nouveau le caca. Oh pardon, excuse-moi. Exploser les oreilles. Oh excuse-moi, je suis désolé chers auditeurs. Pardon. Non, ils s'en foutent parce qu'après je compresse et tout, donc ça va aller à peu près. Moi, désolé. Prends tout dans la gueule. Je suis navré. Toujours est-il qu'il y a des moments où en fait le grand maître de Kung Fu entraîne le panda en l'empêchant de manger. C'est-à-dire qu'il y a l'ultime boulette de riz et ils doivent se battre pour obtenir la boulette de riz et puis à chaque fois que le panda pense pouvoir le mettre dans la bouche, paf, le maître lui chope à coups de baguette. Bon, on s'éloigne aussi un peu du sujet à nouveau. J'ai trouvé très bizarre, Fabien, que tu mettes le tabac dans les choses jouables avec la saveur du ciel. Ouais. J'ai trouvé ça très bizarre. Je suis pas fumeur et je l'ai jamais été, mais disons que donc juste pour expliquer pour les auditeurs, le tabac peut être l'objet d'une création au cours de la saveur du ciel, c'est-à-dire que ça peut être l'objet d'une épreuve de la saveur du ciel. Tout à fait. Et c'est-à-dire un personnage peut se dédier au tabac en fait. Parce que on parle de nourriture, on parle pas de tabac, tu vois. Ouais, mais je pense que l'ayant joué, ça me paraît assez logique parce qu'il peut essayer de créer le cigare parfait, par exemple. Les gens qui aiment vraiment ce genre de choses connaissent différents types de tabac, voudront savoir comment le rouler sous les aisselles. Mais même à côté de ça, si tu veux, le tabac, ça touche au toucher, donc aux lèvres, au plaisir de se remplir de la fumée. Ça touche à l'odorat, à la langue aussi. Oui. Donc, je trouve que c'est pas. Mais tu vois là, il y a un point clé à mon avis pour. Est-ce que tu crois pas que et là c'est plutôt, j'attire ton attention sur c'est pas un défaut, mais disons que pas un reproche, comment dire, un bémol que j'aurais vis-à-vis de la saveur du ciel, c'est est-ce que finalement la saveur du ciel parle uniquement de nourriture ou est-ce que justement, comme le dit Olivier, est-ce que c'est pas un problème qu'Olivier puisse le prendre pour parler de katana, qu'on puisse le prendre pour parler de tabac, qu'on puisse éventuellement le prendre pour parler d'une œuvre d'art quelconque? Alors moi, alors je finis juste et après je te laisse répondre en long. Si un jeu de rôle permet à l'aide de son système de faire tout type d'œuvre d'art, est-ce qu'il n'échoue pas à parler de la cuisine? S'il permet de tout faire, est-ce que du coup... J'aimerais répondre à la place de juste... Et Fabien, tu pourras répondre après. Flavie. En fait, je crois que le jeu, il parle pas de cuisine. Ah, très intéressant.
Okay. Et d'ailleurs, quand j'y ai joué, en fait, non mais la cuisine, c'est comment dire. Le fait de choisir de mettre ton propos dans un collège avec des vampires ou dans un collège sans vampires. En fait, c'est juste une couleur. Il y a un canon esthétique qu'on choisit au départ. Mais le propos, c'est pas ça. Le propos, c'est que dans la vie de tous les jours, alors, selon moi, le propos, c'est quand il y a un truc que tu fais, que tu le fais bien, que tu y mets toute ton âme, tu découvriras autre chose à la fin que ce que tu as fait, mais ça t'apportera une réponse sur toi-même parce que la réalisation que tu auras créée dira quelque chose sur toi. Et pour moi, je pourrais jouer avec le système de la saveur du ciel dans un univers genre je suis prof et j'essaie de créer la progression parfaite et tout, j'apprendrai quelque chose sur moi plutôt que sur ce que j'ai créé. On est totalement d'accord, Fly. Et c'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que quand un système est bon, on a tendance forcément à vouloir le hacker, surtout s'il répond à un besoin aussi évident que l'œuvre artistique pour laquelle il y a finalement pratiquement aucune prise en compte en jeu de rôle ou prise en compte sérieuse. Donc forcément, on a envie de faire un hack pour la peinture ou pour des tas d'autres situations où on pourrait être confronté. Mais je crois que tu sors quand même un tout petit peu du jeu lui-même. Attention à ton micro. Tu sors quand même pas mal du jeu lui-même parce que un des éléments très puissants, c'est que on fait appel à ta faim et puisque tu dois jouer avant de manger. T'as quelque chose de profond en toi que tu ressens et qui vient en une fois bien vu Fabien là-dessus, se transmettre dans le jeu lui-même. Donc je pense qu'un bon système, forcément, tu vas vouloir en faire des hacks pour les utiliser dans d'autres situations, ou en tout cas, il y a des cas où tu voudras le faire. Mais l'endroit où il sera le mieux utilisé, c'est vraiment pour ce qui est cuisine, puisque là, tu vas jouer sur... Enfin, c'est une particularité de ce jeu. C'est vraiment quelque chose de très spécifique de venir chercher un ressort aussi profond en toi. Puis au-delà de ça, moi, quand je suis sortie du jeu, le premier truc que je dis à Fabien, c'est « Putain, je vais la tester, la recette ». Ouais, et ça c'est un truc que je vois systématiquement dans toutes les parties, quoi. Moi j'ai redécouvert le risotto parce qu'on a commencé, on a même pas terminé, on a commencé une partie de risotto. J'en atteste parce que la fois avec Adrien, ça fait aussi ça. Fabien, est-ce que tu as une réponse spécifique à apporter ou est-ce qu'ils ont répondu à ta place? J'ai l'impression qu'ils ont bien répondu, oui, à ce que je voulais dire. Après, ça fait plaisir comme créateur quand tu te rends compte que le propos de ton œuvre t'échappe et que d'autres gens y voient des choses que tu n'y avais pas vues. Et donc, tu vois, par exemple, on m'avait reproché d'avoir donné mon propos dans Monostatos. Je préfère donner mon propos, mais effectivement, il faut pas que je l'enferme. C'est-à-dire que je dise, tu vois, ce que disait Flavie à propos de la vie de tous les jours, oui, c'est vrai que c'est intéressant et c'est un aspect de la saveur du ciel que je n'ai pas vu. Maintenant, voilà, moi, en tant qu'auteur, je vous donne un jeu qui marche avec la nourriture. Si vous voulez l'utiliser avec d'autres trucs, oui, c'est pas ton problème. C'est pas que c'est pas mon problème, mais je ne garantis rien. Mais en même temps, j'ai envie de vous engager à tester et puis à vous dire, ok, et finalement, je sais pas, dans 2-3 ans, il y aura quelqu'un qui viendra avec un jeu qui dira, voilà, ça c'est inspiré de la saveur du ciel, et puis c'est un jeu dans lequel on fait de l'art, ou on fait des parfums, ou on fait, n'importe quoi, un truc, enfin, donc voilà. Je vous dis simplement que moi, je vous promets que ça marche avec la nourriture. Et si ça marche pas pour vous, venez me voir et discutons-en. Mais j'ai en même temps envie de vous dire, si ça vous branche de vous lancer dans d'autres enjeux que le jeu de rôle n'aborde pas pour le moment et de faire des super jeux de rôle à partir de ça, allez-y. Je peux pas vous engager je peux pas vous inviter suffisamment à aller vers de nouveaux trucs. Faites-le, soyez créateur. Flavie, une question pour toi. Toi qui as vécu la partie et tout de l'intérieur, du point de vue, parce qu'on n'en a pas du tout parlé là depuis le début, mais du point de vue du système, du point de vue, qu'est-ce qui dans le système te semble le plus porter le propos et la problématique de la saveur du ciel? Est-ce que c'est le fait qu'on joue à deux, par exemple? Ça, je trouve ça intéressant, parce que on joue toujours à deux quand on fait de la cuisine. Hein, le cuisinier a une relation intime avec la personne qui mange. C'est ce que disait Thierry Marx. D'ailleurs, je crois pas qu'il parlait de sexe spécialement, il parlait d'intimité, que c'était une intimité qui était la plus proche du sexe. Alors moi, je vais expliquer dans ces cas-là comment s'est passée ma partie. Par contre, je vais pas parler de la fiction en elle-même. Parce qu'il y a des choses que j'ai trouvées bien et des choses moins bien. Ah bah voilà. Mais j'attendais parce que du coup on parlait d'autre chose. Donc tout vient à point. Qui sait attendre pour manger. Je préfère senior moi. Ok, bref.
Transition. Moi déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que et c'est étonnant parce qu'autant Hot Guys Making Out, je pourrais y jouer avec n'importe qui, ça me ferait plaisir de déblatérer des trucs pour essayer de séduire le truc, j'en ai rien à faire. Par contre là, j'ai trouvé le jeu beaucoup plus intime et je pense que je pourrais pas y jouer avec quelqu'un que je connais pas. C'est ce que disait Olivier en préparation du podcast. Que tu préférerais jouer je pense que c'est plus facile à Breaking the Ice. Je pense que les personnes autour de la table peuvent être plus à l'aise à décrire une scène de sexe que une scène de. Mais en fait, c'est même pas pour ça, c'est que en jouant au jeu, je me suis rendu compte que je parlais de moi. Parce qu'en fait, quand je parle de la bouffe, moi la bouffe c'est super important, j'adore cuisiner. En fait, je me suis rendu compte, enfin tu le sais déjà, mais c'est vraiment visible. Tu le sais déjà, Rome, parce que voilà, tu sais bien que moi j'y place de l'importance. Mais en fait, quand je parlais de ça, j'avais envie d'aller plus loin et donc de parler de choses qui et du coup on se dévoile finalement beaucoup plus en jouant à ça qu'en jouant à Hot Guys Making Out, qui me fait bien rire, mais avec qui je peux jouer avec n'importe qui. Ouais. Tu gardes un décalage par rapport à ton personnage dans Hot Guys Making Out. Et heureusement du coup qu'il y a le décalage manga. On le teste d'ailleurs sur la cellule celui-là. Ouais. On y pensera. Ouais. On y pense. Heureusement qu'il y a le décalage manga sur La Saveur du Ciel, parce que sinon je pense que j'aurais arrêté. Ah ouais? Ouais. J'ai beaucoup joué de ce décalage et c'est pour ça que mon personnage je l'ai fait arrogant, je pense. Pour décompresser, l'arrogance m'a permis de décompresser certaines choses. Précisons que La Saveur du Ciel, à aucun moment je ne suggère de faire un truc manga. C'est-à-dire que oui, mais en fait, tu y vas naturellement. C'est ni dans les illustrations, c'est pas dans le texte et ça n'était pas de ma volonté. Non mais c'est incroyable comme en lisant le texte, même je te dis, c'est ce que je t'expliquais Fabien. Ouais. Moi j'y pensais même pas, tu vois, quand j'ai lu le texte La Saveur du Ciel, je pensais même pas manga, tu vois, justement. D'ailleurs la couverture du livre m'a pas du tout fait penser à ça. Et en lisant le texte, j'étais là, oh putain, c'est trop manga, quoi. Je te jure, le début, l'introduction, on dirait un résumé des Chevaliers du Zodiaque. Et genre, tu vois, les meilleurs cuisiniers se sont rassemblés pour parler de la cuisine. Et là, tout à coup, montant les escaliers, il commence son risotto. Et c'est alors que machin. Et tu vois, et je me dis, mais c'est incroyable. Peut-être ça imprègne le livre, vraiment. Peut-être que c'est j'ai la sensation que c'est quelque chose que vous deux, comme fans des mangas et en particulier des Chevaliers du Zodiaque, vous projetez dedans. Non, mais moi, j'en ai eu besoin pour pouvoir continuer le jeu. Ah, ça, c'est une autre chose. C'est compressé, en fait. Ça, c'était pas vraiment. Et si j'ai rajouté de l'arrogance et des machins avec des tch, c'était parce que, voilà, il fallait, quoi. Ouais. D'accord. Mais ça, je pense que c'est quelque chose mais c'est bien parce que ça veut dire que le jeu suscite des choses profondes en vous. Quelque chose aussi profond que l'amour des Chevaliers du Zodiaque, cher Romaric. Athéna! Ah, tu disais qu'il y avait des choses que tu avais moins bien. Alors, justement, je vais avancer j'explique pour l'instant comment ma partie, ne me fais pas attendre. Voyons, Fabien. Comment elle tease. C'est impressionnant. Si vous voulez que je continue. C'est bon. Tu continues maintenant, parce que ça commence à bien faire. Alors, voilà. Donc, du coup, le côté manga, j'en ai eu besoin. J'aime beaucoup la rencontre, comment ça se met en place. Je regrette quelque chose, c'est que justement après je parle un peu seule et je me suis sentie un peu seule en fait. Et je pense qu'il y a un petit côté, alors c'est peut-être aussi pour ça que j'en ai rajouté dans le côté manga, mais j'avais un peu le côté psychanalyse où du coup j'ai la diarrhée verbale et je me sens un peu seule. Et du coup il y a des choses qui sortent, je dis, oh putain j'ai dit ça, merde, bon allez on rajoute un psh, allez j'ai un petit truc arrogant, parce que du coup je me sentais un peu seule. Et moi je regrette qu'en fait le guide te donne pas, comment dire, alors, comment je pourrais dire ça? Une difficulté en t'obligeant à utiliser, en plus, toi, tu choisis un mets qui t'obligerait à utiliser Je vois ce que tu veux dire, ingrédient en te disant, attends, et maintenant voyons si tu es capable d'utiliser ça. Et t'es là, oh mon Dieu, non, il a rajouté le poivre, mais comment vais-je pouvoir l'utiliser? Alors, je crois pas trop à la contrainte extérieure. Ça, c'est tout un autre débat parce que c'est lié au problème de machine à saucisses, mais ça, c'est un tout autre débat. En revanche, ce que j'entends, c'est le guide est plus en train d'écouter et puis l'autre il y a peut-être un côté un peu psychanalytique, parlez-moi de la cuisine de votre papa. Ouais, parce que t'es là un peu mais bon, il y a un côté intéressant à vivre et puis moi je suis bonne preneuse un peu pour tout type de choses, donc du coup c'est pas, mais c'est aussi, ça explique le fait que du coup je trouve ça un peu intime et que je pourrais pas y jouer avec n'importe qui. En début de partie tout à l'heure je te disais mince, je me rends compte d'une amélioration que j'aurais pu apporter à La Saveur du Ciel et que je l'ai pas apporté, mais bon, comme tu disais aussi, il y a un moment où il faut publier et passer à autre chose. On peut pas
Enfin, je peux pas me dédier éternellement au même jeu. Ça, je comprends pas. Il y en a certains qui le font, ouais. Ouais, finissent par devenir dingues. Complètement. On les enferme à Saint-Malo, tout ça. Mais tu vois, par exemple, une avancée où je me disais ça aurait pu être cool, c'est que ce soit le guide qui décrit la dégustation. C'est-à-dire, c'est toi qui fais à manger. Et que ce soit lui qui goûte. Mais c'est moi et qu'il voit s'il découvre des choses dedans. Et c'est moi qui fais les efforts d'inventer des trucs après. Et où du coup puisse y avoir un échange en disant mais oui, c'est exactement ce que vous dites. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est voilà, bon. La saveur du ciel 2. Le retour de la saucisse. Pourquoi le retour de la saucisse? Je sais pas. C'est le côté psychanalytique. On fait un croisement avec Sphinx où il y a déjà un certain nombre de révélations préétablies. Voilà, c'est ça. Mais oui, tu vois, Sphinx. Que tu dois trouver dans ta découverte de la nourriture. Mais tu vois, Sphinx et la saveur du ciel, c'est dans les deux cas, c'est des trucs qui se ressemblent beaucoup en termes de conception de jeu. Tu vois, il s'agit toujours d'essayer de faire plaisir à quelqu'un ou d'explorer aussi une esthétique, d'explorer une problématique existentielle à travers un autre vecteur. Moi, je parlerais beaucoup de métaphores en fait. C'est-à-dire que dans Sphinx, on explore une cité en éveil de la même manière. C'est métaphorique par rapport à l'éveil des personnages. Dans la saveur du ciel, il y a une métaphore entre le plat parfait et un idéal que l'on cherche à atteindre nous-mêmes en tant qu'apprentis. C'est toujours la métaphore qui est au centre du... Parce que c'est un des mécanismes poétiques les plus profonds en fait. Les plus simples et les plus profonds. Les plus fondamentaux et les plus profonds. Ouais. Alors, pour la suite, moi, il y a à aucun moment, je me suis dit que je pourrais rater. Ouais, bon. Et voilà, moi du coup, je pars toujours du principe quand je joue que du coup la difficulté peut me pousser à aller plus loin dans certaines choses. Le fait de pas pouvoir rater, j'aurais bien aimé qu'à un moment on dise bah non, ça rate et du coup tu fais ça, mon Dieu, mais du coup comment vais-je pouvoir utiliser ce que j'ai raté pour aller plus loin? On aime ou on n'aime pas, je veux dire. Tu as fait ça, je comprends bien pourquoi. C'était pour laisser parler en fait ce côté recherche mystique. Et du coup, ça nous pousse, le devoir atteindre un certain nombre de doigts nous pousse juste à aller plus loin dans la description de ce qui se passe. C'est-à-dire que l'enjeu en fait change. L'enjeu c'est pas vraiment de réussir ou d'échouer, c'est de faire le truc le plus savoureux, le plus intéressant possible. Mais du coup, moi la question que je pose, c'est pourquoi utiliser des dés? Si de toute façon, on peut pas. Tu vois bien rater. que dans moi, j'ai envie de la poser à tous les rôlistes. En fait, pourquoi utiliser des dés? Non mais c'est sérieux. Ça peut être utile dans certains jeux. Dans certains jeux, je suis d'accord. En l'occurrence, quand on fera, quand Sphinx sera publié, on fera peut-être un autre podcast dessus. Et le changement majeur que j'ai fait, c'est de supprimer les dés effectivement dans Sphinx. Parce que là, moi, je les ai trouvés inutiles en fait. Mais là aussi, tu vois, j'ai écrit La saveur du ciel à une certaine époque et à un certain moment de ma vie et de ma réflexion de rôliste. Ça, ce sera un bon podcast à faire sur les dés. Mais c'est très compliqué. Parce qu'il y a bon, alors, le fétichisme, ouais, bon. Non. Alors, il y a un mécanisme quand même que tu n'as pas eu besoin d'utiliser parce que j'étais un peu généreux. Peut-être qu'il aurait fallu que je sois un peu plus dans la rétention des dés. C'est le mécanisme qui dit, parmi les 3 ressources auxquelles tu peux faire appel, à la fin de la partie, tu peux découvrir qu'il y a quelque chose qui a foiré dans ta préparation. Et en fait, mais raconter comment ce foirage te apporte au jeu, t'aide, apporte au plat, t'aide dans ce que tu vas inventer. Tu vois, c'est typiquement dans l'exemple. La sérendipité presque quoi. Voilà, c'est en ratant, en cramant mes saucisses que j'ai découvert qu'en fait on pouvait en tirer toutes les temps. C'est vachement bon. Ouais. Par exemple, dans la saveur, le brownie. Le brownie, à la base, quand ça a été créé, le mec il voulait faire un gâteau au chocolat normal et c'est un gâteau raté. D'accord. Belle anecdote. Merci Fly. Bel exemple de sérendipité là pour le coup. Bien. Dans l'exemple que je donne dans la lasagne, qui s'appelle la lasagne vénitienne, parce qu'il y a tout un rapport de partie dans le bouquin pour donner un peu une idée de ce à quoi ressemble le jeu. Il y a donc le personnage fait une lasagne vénitienne aux fruits de mer, et en fait à un moment il raconte qu'il y a un camion qui passe, enfin pas un camion mais un bateau à fond plat transportant des vieux légumes qui passe dans le canal à côté, et puis d'un seul coup ça sent le gasoil et le vieux légume pourri et puis la vase remuée.
Et puis il dit non, mais en réalité, d'un seul coup, je me rappelle pourquoi ce plat est tellement important, parce que ça renvoie au jour de marché quand j'étais gamin, et puis quand les camions partaient justement dans du gasoil et dans une odeur de vieux légumes, et ma maman nous faisait à manger, et puis c'était formidable, et on passait un extraordinaire moment. Donc si tu veux, l'échec fictionnel est en fait une forme de ressource ludique, mais il y a toujours cohérence entre les deux. Voilà. Alors ensuite sur comment gagner les dés, c'est vraiment une question de séduction, donc tu guettes sur. C'est aussi pour ça qu'il faut bien connaître le joueur avec qui tu joues. Si tu connais pas la personne avec qui tu joues, comment tu peux voir sur le visage de la personne avec qui tu joues que ce que tu as dit ça marche, puisque c'est ça finalement, tu guettes l'approbation pour savoir vers où tu dois aller. Donc il faut connaître vraiment la personne, je pense, pour pouvoir jouer ou être un bon joueur de poker, mais ce n'est pas mon cas. Je me tourne à ce moment-là vers quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, Olivier? Moi, ce que j'ai préféré, alors il y a le côté cool de décrire quelque chose en bouche et de se forcer, parce qu'on l'utilise pas assez, le vocabulaire des 5 sens. On a tendance beaucoup à parler de la vue et de l'ouïe, et devoir décrire des choses sur les 5 sens, sur le toucher, sur le goût, sur l'odorat, c'est chouette. C'est le parfum de Susskind, tout ça. Enfin, vraiment, c'est chouette de se forcer à parler de. Là aussi, on explore de l'inconnu. On explore du vocabulaire qu'on n'utilise pas toujours, et c'est assez agréable. Et voilà, moi qui aime bien utiliser les mots et tout, bon, en bonne vieille littéraire, ça m'a plu. Voilà, ça ne regarde peut-être que moi, mais bon, voilà. Pour les différents stades, du coup, là, c'est le côté chouette du premier stade. Moi, j'ai bien aimé le côté recherche céleste après, où tu peux un peu te laisser aller dans ton monde imaginaire, où là, j'avoue, Fabien, je t'ai presque occulté. D'ailleurs, je ne t'ai pas regardé au moment où j'ai joué. Et ces phases célestes, parce que j'ai estimé que du coup, c'était à moi. Et du coup, je me suis laissée aller, je l'ai fait sciemment, je me suis tournée, et là, du coup, je pense que le jeu incite à ça aussi. C'est comme quand on goûte quelque chose et que du coup, c'est tellement bon qu'on ferme les yeux. Et là, j'ai estimé que j'ai fermé les yeux, je t'ai occulté, j'ai juste parlé de ce que j'imaginais. Et j'ai rouvert les yeux à la fin, et c'est là que du coup, le guide parle. Et du coup, au niveau synesthésie, ça marche bien. Il y a un aspect rituel aussi dans ce jeu très très fort. On pourra en parler longuement. Et pour moi, c'est plus. Alors, il y a un côté œuvre littéraire dans ce qu'on crée à ce moment-là. C'est intéressant que tu dises ça, parce que Frédéric Sintès, que je salue bien au passage, me faisait là une réflexion que je trouve extrêmement intéressante, qui est de dire que plutôt que de comparer le jeu de rôle au jeu vidéo ou au théâtre d'improvisation, il vaudrait mieux le comparer à la littérature. Ne serait-ce que pour des questions, parce que par exemple, si tu dis, voilà, situation, mon personnage est triste, si je le compare au théâtre d'impro, je vais essayer d'imiter la manière dont mon personnage pleure. Sauf que je ne suis pas acteur, qu'en l'occurrence on est le cul posé sur une table tout autour, et que je ne suis pas mon personnage. Donc quels que soient mes talents d'acteur, ça fera toujours bizarre. Alors que si je décris, voilà, mon personnage, d'un seul coup, son visage devient rosé, il serre les poings, ses yeux deviennent brillants, et il te regarde droit dans les yeux. Ça a plus de force, et donc voilà, il vaut mieux se rattacher à la littérature qu'au théâtre d'impro. Je vais pas du tout aller dans ton sens. Je suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord, Fabien. C'est la première fois que ça m'arrive dans un podcast. Je suis chamboulée. Non, je suis pas du tout d'accord. En fait, j'en ai ras-le-bol qu'on essaie de comparer le jeu de rôle à quelque chose. D'accord. Tu as noté que j'ai commencé en disant si on doit le comparer. Voilà. Non, mais voilà, le comparer aux jeux vidéo, non, c'est pas possible. Il y a des gens autour de la table. Évidemment, quand on est autour de la table, on a tous des façons différentes de jouer. Moi, si mon personnage est triste, j'aurais tendance à laisser
parler les larmes. Je me retiendrai un peu parce qu'on est quand même avec des gens et que je veux pas rendre les gens un peu tristes autour de moi ou ils vont se sentir un peu mal à l'aise. On est dans un média complètement différent, on est dans le média jeu de rôle, qu'on arrête d'essayer de le comparer à des trucs, c'est pas comparable. C'est une rencontre de plein de médias différents et qui en fait un média à lui. Et il est grand temps qu'on se rende compte que c'est un média chouette qui tient de la littérature, du jeu, de tout ce que vous voulez, du jeu, mais c'est un média en lui-même et il faut des mots pour en parler et parler de la littérature et tout. Pour l'instant, on le fait parce qu'on n'a pas toujours les mots pour parler du jeu de rôle parce que il nous manque. Mais c'est ce que disait Rahan dans un précédent podcast quand on l'avait interrogé à ce sujet. Il disait tous les médias poussent à l'ombre d'un autre. Et le jeu de rôle, il est dans l'ombre de plein de médias, quoi, que ce soit le jeu vidéo, la littérature et tout. Et donc, cette volonté de se rattacher, Flavie, je suis d'accord avec toi, mais t'es déjà quelqu'un qui a émancipé le jeu de rôle, qui en fait déjà un média à part entière et tout. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas, on doit encore méditer. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas passé de coup de gueule et moi, Flavie est pas d'accord avec moi, mais moi je suis d'accord avec Fly. Ah, super! Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire qu'effectivement. Mais on est forcé de rapprocher des choses que les gens connaissent. Voilà, si on veut militer pour ce média. Y compris quand on est nous-mêmes pratiquants, parce que justement, c'est tout le problème de quelque chose sur lequel on dispose pas de langage. Moi aussi, je suis d'accord avec toi, Fly. C'est pas qu'une question de militer. Je pense que c'est un outil intéressant, ces différentes comparaisons, même si évidemment que c'est un média en part entière. Pour moi, c'est un fait établi et je me sens le besoin de le prouver à personne. Mais en fait, pour moi, si on fait cette comparaison, c'est parce qu'on cherche à savoir, en fait, qu'est-ce qui fait l'authenticité de notre jeu, qu'est-ce qui en fait l'intérêt. Et moi, ce que je saisis dans les comparaisons dont vous parlez, c'est qu'en réalité, c'est un médium plus difficile. C'est-à-dire qu'il faut pédaler pour que ça marche, mais c'est justement ce qui en fait une matrice de sens plus intéressante. C'est-à-dire là où tout est donné, je vais prendre l'exemple du cinéma, même si tout ne t'est pas donné, parce qu'en réalité tu vas t'investir dans le personnage, mais là où déjà toute la représentation de la vue t'est donnée, puisque tu vois l'image à l'écran, tu as un travail moins grand de l'esprit à faire, c'est-à-dire tu ne dois forcément pas t'imaginer ce que tu as en face de toi, donc il y a un effort moins grand à fournir, mais pour moi ça devient une matrice de sens moins grande. Bon, alors évidemment, le cinéma, ça reste une matrice de sens géniale et terrible, mais pour moi, infiniment moins intéressante que le jeu de rôle. Et alors, c'est qu'on travaille davantage pour le média jeu de rôle qu'on ne travaille quand on entre dans une salle de cinéma, et que du coup, ce travail que l'on fournit ou ce qu'on apporte aux médias, c'est aussi ce qui va nous rapporter après, quoi. Il est fort, il est fort, cet Olivier. Il y a un truc, enfoiré. Une petite case de Calvin et Hobbes que j'aime beaucoup, où Madame, je crois que c'est Warwoom, je sais plus, ouais. La maîtresse de Calvin dit mais qu'est-ce que ça m'apporte je sais plus, elle lui dit que en gros l'école nous apporte ce qu'on y apporte. C'est-à-dire et dans le jeu de rôle, en fait, il y a tellement d'efforts fournis de part et d'autre, de la part de l'auteur, de la part du meneur de jeu, de la part de tout médiateur, de la part des joueurs en jeu de rôle, qui fait que de toute façon, ça va forcément nous apporter beaucoup plus à la fin. De ce point de vue-là, je trouve que la comparaison avec la littérature est effectivement plus pertinente, puisque c'est dans la littérature que finalement tu es le plus acteur. Pourquoi tu es le plus acteur ? Parce que c'est ta tâche, quoi. Tu as la tâche d'imaginer quelles sont toutes les personnes, tu as la tâche de t'imaginer ce qu'elles ressentent, alors que finalement, dans le jeu vidéo, tu as la tâche de faire sauter ton personnage, de le faire frapper ou de le faire interagir, mais dans un cadre limité. Dans le cinéma, tu as la tâche, en réalité, la tâche du spectateur, c'est de se représenter ce qu'est être les personnes qui sont à l'écran, je pense. Ce que dit Fabien. Je crois que là où je suis d'accord avec Flavie, je sais pas si c'est ce qu'elle dit, mais c'est que le jeu de rôle ne doit pas ou n'a pas besoin de chercher sa légitimité dans d'autres comparaisons avec autre chose. Je suis évidemment d'accord avec ça. Je suis d'accord aussi. Et je pense qu'avec ce que je viens de dire, finalement, c'est même quasi tordu ce que je viens de dire, parce que j'en viens à faire de tous les autres médiums quelque chose qui n'a pas les potentialités. C'est subjectif. Oui, mais c'est subjectif. Oui, bien entendu, c'est pour ça que je. Voilà. Après, moi, je suis rôliste parce que je trouve pas parce que je trouve dans le jeu de rôle quelque chose que je ne trouve pas ni dans la littérature, ni dans le cinéma, ni dans la musique. Et pourtant, alors le cinéma, je suis une quiche, mais en littérature ou en musique. Parlant de quiche, il y en a une qui nous attend là. Hein. Je commence à sentir, ça commence à sentir bon. Quiche au poireau. Je voulais juste poser une dernière question, si t'as pas d'autres sujets à aborder, Flavie, à Olivier, me retourner vers Olivier, lui demander, voilà,
moi je sais que t'es comme moi, Olivier. Toi, la bouffe, ça n'a absolument aucun impact dans ta vie, ou tu vois, enfin, tu ne valorises pas le fait de faire la cuisine. Toi, c'est un plat de pâtes rapidos et puis voilà. C'est terrible. Je suis le moi, c'est pareil, pire sujet qui soit pour. Pareil. Voilà, c'est pour ça que je suis très peu intervenu. C'est parce que ça me dépasse totalement. Et à la limite, si même je haïssais la nourriture, j'aurais peut-être encore quelque chose à dire. Mais c'est un degré d'indifférence absolue. C'est du mépris. Pour aussi, moi, c'est des nouilles tout en étant en train de faire autre chose. Quoi. Je suis généralement en train de bosser et généralement je mange en étant en train de bosser. Ça, c'est un fait. C'est-à-dire que tu n'aimes pas faire la cuisine, mais est-ce que tu aimes bien manger la cuisine des autres ? Est-ce que tu apprécies le bon plat ? Parce que moi, c'est le cas, par contre, ça. C'est-à-dire que j'adore quand Flavie me fait un petit plat. Bien évidemment que j'apprécie, mais là, j'ai jamais, par exemple, fait une démarche pour manger quelque chose de spécifique. Si je suis en train de visiter une ville, par exemple, et qu'on me dit là-bas, il y a des plats excellents, mais de tel autre côté, tu peux avoir une vue impressionnante sur la ville. J'irai du côté où il y a la vue impressionnante. Rome est comme toi, c'est pour ça que quand on voyage, moi je me renseigne sur tout ce qu'il faut bouffer, je le traîne dans les trucs, et là, mais là-bas, ça a l'air beau. Oui, mais là, ça a l'air bon. Mais voilà. Vous m'avez donné envie d'essayer. Hein, donc voilà, c'est ça que je voulais savoir. Toi qui es le Philistin de la nourriture absolue, qu'est-ce que tu éprouves à la vue de cet ovni qu'est la saveur du ciel, et comment t'abordes Est-ce que ça t'a donné envie, ce podcast ? Est-ce que toi qui interviens un peu de l'extérieur ? Oui. Je me demande si j'aurais pas envie. Enfin, je me demande si on modifie un petit peu la difficulté au niveau des dés pour qu'il y ait des vrais échecs qui poussent à se remettre en question. En fait, ça c'est vraiment au meneur de jeu Là, j'ai été plutôt large avec Fly parce qu'en plus ce qu'elle faisait me plaisait vraiment. Mais j'aurais pu jouer le vieux rapia. Tiens, vous l'attendez. C'est possible. Ça, c'est vraiment un truc à moduler dans le système de jeu, quoi. Voilà. Mais donc. Oui, peut-être. Moi, ce qui me correspondrait mieux, c'est sans doute d'être beaucoup plus dur sur les dés, d'autant plus que, sans doute aussi parce que je serais sans doute beaucoup plus dur à convaincre que quelqu'un d'autre, et donc, et c'est marrant du coup. Ça veut dire que le jeu, c'est intéressant. Parce que ça veut dire que ça du fly. Ouais. Le jeu, pour quelqu'un comme moi qui a priori pas facile avec le propos, j'aurais tendance à être plus dur sur les dés, donc le jeu me conviendrait mieux parce que l'autre devrait faire un effort plus grand pour me convaincre. Donc ça retombe un peu sur ses pattes, quoi. Pourquoi pas sur ses pattes. Al dente, les pattes. Bon, allez, y a pas de... Allez, on va se quitter. Il y a pas de mauvais jeu de mots. Sur ces bons mots. Fabien, t'avais quelque chose à dire en conclusion? On a abordé à peu près. Non, je crois que c'est très bien. Merci Fabien. Merci à vous. De faire ce jeu qui prouve encore une fois que le jeu de rôle, ce n'est pas uniquement les nains, les elfes, les dragons. Ça fait longtemps qu'on le savait. Il reste plein de champs à explorer. Alors, voilà, ça fait longtemps qu'on le savait. Oui, mais j'étais interviewé il y a pas encore si longtemps par les gars de chez Proxy Jeux qui font du jeu de société, et je peux te dire qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent, notamment qui font du jeu de société aujourd'hui, qui ont fait du jeu de rôle dans les années 80-90 et qui depuis ont décroché, qui pensent encore que le jeu de rôle n'est pas sorti de ces cadres esthétiques classiques des vampires, des nains, des elfes, etc. Donc ça fait toujours du bien. Je sais bien que c'est en évolution, que les gens mais ça fait toujours du bien quand même de le rappeler, de le montrer. Voilà, une couverture avec un petit pain qui est en train de griller sur du feu de bois. Moi, je trouve ça. Il y a un moyen de décrire un vampire et comment il prépare Quand on voit le temps. Il prépare sa victime. Puis... Quand on voit le temps que les rôlistes passent dans les auberges, dans les jeux en règle générale, c'est quand même extraordinaire qu'ils n'y mangent pas. Donc bon, la saveur du ciel, c'est bon. Mangez-en, pour le coup, on peut vraiment le dire. Merci Fabien. Avec plaisir. Merci Olivier. Merci David qui nous a quittés. Mais bon, à bientôt tout le monde. Salut. Ciao. Ciao. Râlez moins, mangez plus.